Bamako, capitale du Mali. Située sur les rives du fleuve Niger. Avec ses 2 millions d'habitants, Bamako a le rythme de croissance urbaine le plus élevé d'Afrique et le 6e au monde. La ville apparaît de nos jours comme une multitude de quartiers d'habitation, anciens et nouveaux, concentriques, autour d'un grand marché qui semble pour beaucoup impénétrable, tellement l'activité y est importante. Ce centre de Bamako pourrait être comparé à une fourmilière où l'ordre règne dans un désordre apparent et où chacun vaque à ses occupations. 2 ponts permettent le franchissement du fleuve et un 3e est actuellement en construction. Bamako est une ville de rencontre. Bamako est une ville d'échange. Bamako est une ville difficilement saisissable. Pour mieux la cerner, remontons dans le temps. Remontons aux temps anciens pour tenter de comprendre comment est née cette ville. Les abris sous roches des collines de Koulouba et du Point G, ou encore les fouilles archéologiques de Manyambougou, témoignent d'une présence humaine dans cette région depuis le néolithique. Quelques peintures rupestres nous sont parvenues. Cette population nomade, composée de chasseurs-cueilleurs, bougeait au rythme des crues et des crues du fleuve. La plaine de Bamako qui s'étendait entre le Niger et les collines au nord était très marécageuse. Des campements de pêcheurs, bozo, y étaient installés depuis fort longtemps lorsque vers le milieu du XVIIIe siècle, un chasseur nommé Bamba Sanogo vint séjourner dans la plaine. Il y séjourna plus longtemps que les autres, si bien qu'il fut le premier à se sédentariser, du moins pour une période assez longue. Bien que Bamba soit le premier sédentaire de Bamako, si bien que certains y ont vu l'origine du nom de la ville Bambako, qui signifie le marécau de Bamba, la fondation de la ville est attribuée à un personnage nommé Diamoussa Nyare. La famille Nyare était sarakolé et originaire de Lambidou dans le Karta. Anciennement appelé Nyakate, le père Seribadjan émigra vers le sud et arriva vers la première décennie au XVIIIe siècle à Ségou, capitale du royaume Bambara. Il y fut reçu par le roi Biton Koulibaly, qui était en début de règne. Le roi donne sa sœur Sumba Koulibaly en mariage à Seribadjan, qui prit alors le djamou bambarisé de Nyare. Le jeune couple, accompagné de leurs parents et esclaves, quittent ensuite Ségou et remontent le fleuve. Ils s'installent alors dans les reliefs des monts Mandingue, dans l'actuel village de Grigoumbé. Leur suite se disperse aux alentours et fonde plusieurs villages. De l'union Nyare Koulibaly naît le jeune Moussa qui, devenu Djamoussa à la majorité, quitte le village paternel pour descendre dans la plaine où il décide de fonder un village. Il y bâtit quelques cases entourées d'une enceinte de terre appelée Tata. Très vite, quelques pêcheurs avoisinants demandent l'hospitalité et entrent se réfugier à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. C'est alors que vers 1750 arrive près de Djamoussa un marchand de sel mort venu de la région du Touat, dans l'actuel désert marocain. Ce mort, nommé Sidi Mohamed, était musulman et il fit construire la première mosquée de Bamako. Ayant islamisé la région, il prend le surnom de Talmahaman et le Djamou de Touré, dérivation de sa région du Touat d'origine. Un second mort arrive quelques années après en la personne de El Hadj Djangina, grand maître coranique qui vient s'installer près de Talmahaman. Il prend le djamou de Dravé en référence à sa région du Dra d'origine dans l'actuel désert algérien. Les familles Nyare, Touré et Dravé sont traditionnellement les 3 familles fondatrices de Bamako et depuis les origines de la ville, chacune un quartier différencié à l'intérieur de l'enceinte.
C'est à la fin du XVIIIe siècle, en 1796, que passe à Bamako le docteur écossais Mungo Park. Il y repasse en 1805 et nous donne le premier témoignage écrit sur le village qu'il orthographie Bambako. Quelques années après, le célèbre René Caillé ne passe pas à Bamako, mais mentionne le lieu dans son récit de voyage et préconisant à la France d'y créer un poste si un jour elle devait coloniser cette région de l'Afrique noire. Il en entend parler comme d'un grand marché très riche et très stratégique. En 1880, les premiers militaires français arrivent à Bamako. La mission exploratrice du colonel Gallieni n'a alors pour but que de reconnaître la région et signer un traité avec le sultan de Sékou Amadou Tall. À son arrivée, Gallieni trouve un village d'environ 1 millier d'habitants avec la prédominance des 3 familles fondatrices, avec chacune leur tata à l'intérieur de la grande enceinte. Cette grande enceinte extérieure est percée de 4 portes, d'Abanani en Bambara, qui donnera son nom à l'actuel hypercentre de Bamako, le Grand Marché, situé à l'emplacement même du tata originel. C'est le 1er février 1883 que les militaires français s'installent à Bamako. Après 2 campagnes qui ont permis leur établissement à Bafoullabé puis Kita, les Français, avec à leur tête le lieutenant-colonel Gustave Borgnisse de Borde, atteignent lors de la 3e campagne de 1882-1883 les rives du Niger à Bamako, concrétisant ainsi le rêve du gouverneur Faidherbe. À leur arrivée à Bamako, le village est dirigé par le chef Titi Niaré, le clan Touré par Tchekoro Touré et le clan Dravé par Sidikoro Dravé. La mission de Borgnisse de Borde est, comme lors des étapes précédentes depuis Médine, de construire un poste militaire à Bamako. Il pose la première pierre le 7 février d'un fort qu'il décide de situer au nord-ouest du village, au débouché de la ligne de ravitaillement. Ce fort se situait à l'emplacement de l'actuel jardin du musée du district. Un des puits du fort existe toujours dans ce jardin. Il permettra aux Français, au bout de quelques années, de pacifier la région, notamment en repoussant les troupes de Samori Touré sur la rive droite du Niger dès 1883 et en faisant quitter au sultan Ahmadou Tall sa capitale Ségou pour Nioro. Le fort, gênant le développement de la ville, sera démoli en 1903. Une fois la région sécurisée, Bamako put débuter son développement urbain. Les premières maisons commerciales s'y installent dès 1893. La route du village est la première voie aménagée. Elle deviendra par la suite la rue Mage et porte de nos jours le nom de Kassé Keïta, frère du premier président du Mali, Modibo Keïta. C'est le long de cette voie que sont édifiés à la fin du 19e et au tout début du 20e siècle les premiers bâtiments administratifs civils de la colonie de la Sénégambie-Niger, dont la capitale est alors située à Kaï. Dès 1899, le lieutenant-gouverneur Edgar de Trantignan envisage le transfert à Bamako de la capitale de la colonie. Il fait construire un premier bâtiment sur le plateau d'une des collines surplombant Bamako au nord et dénommé Koulouba, la Grande Colline. Mais la colonie est la même année disloquée et son projet est abandonné.
Il faudra attendre à 1904 pour que son idée soit reprise et concrétisée par le projet du chef de bataillon Louis Digue. Les travaux de la cité administrative, sous la supervision du gouverneur William Merleau-Ponty, durent 4 années et, le 20 mai 1908, Bamako devient officiellement la capitale du Haut-Sénégal-Niger. Le gouverneur Clausel emménage le même jour au palais du gouvernement de Koulouba. L'aménagement de cette nouvelle capitale, allié à l'arrivée du chemin de fer en 1904, donne un nouveau coup d'accélérateur au développement urbain de Bamako, qui se voit parer dans les premières décennies du XXe siècle des grands bâtiments coloniaux qui ponctuent encore de nos jours l'hypercentre. Ces années sont marquées par l'action du gouverneur Terrasson de Fougères qui, grâce au fonds du plan Saro, entreprend de grands travaux dans la capitale de la colonie, devenue en 1920 Soudan français. Le dispensaire embryon de l'actuel hôpital Gabriel Touré, le ministère de l'Équipement et celui de l'Éducation, la prison centrale, la chaussée de Sotuba, le marché à la viande ou Dibida, le stade Ouinzin Koulibaly ou encore l'Institut national des arts datent de l'époque de Terrasson qui, à son décès en 1931, laisse une ville d'environ 28 000 habitants. C'est encore de l'époque de Terrasson de Fougères que datent les premiers quartiers lotis de Bamako. Désireux de consacrer le centre-ville aux activités commerciales et par la même occasion de séparer les familles fondatrices, il crée la première couronne de quartiers avec Nyarela allouée à la famille Nyaré, Tourela pour la famille Touré et qui deviendra Bagadadji. Dravela pour la famille Dravé, Bamako Koura, Medina Koura et Dar Salam. Ces quartiers purement coloniaux sont lotis en grands axes orthogonaux qui donneront la notion de carré correspondant aux îlots des villes occidentales. Le conflit mondial de 39-45 entraîne un ralentissement du développement de la colonie et de sa capitale. Mais dès la fin des hostilités et la nomination du gouverneur gaulliste Edmond Louveau à la tête du Soudan français en 1946, un nouveau coup d'accélérateur est donné. Comme son prédécesseur Terrasson, le gouverneur Louveau s'appuie sur des fonds alloués par la métropole au développement des colonies, en l'occurrence sur le FIDES, Fonds d'investissement pour le développement économique et social. Célèbre pour son esprit humaniste et écologiste, Louveau crée une nouvelle couronne de quartiers autour de ceux des années 20. Amdalaï, Kinzambougou, Missira ou encore les 3 Badjalans datent des années Louveau. Ces quartiers sont caractérisés par des avenues larges et plantés de nombreux arbres. De nombreux bâtiments datent de ces années 1946-1952. L'IOTA, l'aérodrome, l'école des travaux publics actuelle ENI, la maison des anciens combattants, la première grande mosquée ou encore le Grand Hôtel. En 1947, le président de la République française, Vincent Auriol, effectue un séjour à Bamako durant lequel il pose la première pierre de l'actuel pont des Martyrs. Les années 1954-1960 sont marquées par l'accession par la colonie à l'autonomie progressive. Dès 1955, Bamako devient commune de plein exercice avec un maire élu et non plus nommé par la colonie. Modibo Keïta est ainsi élu maire de Bamako le 16 novembre 1956, succédant à Pierre Braché. La construction de l'Assemblée territoriale
noyau de la future Assemblée nationale du Mali, marque aussi un pas important dans l'accession à l'autonomie de la colonie, qui devient, suite au référendum de 1958, la République soudanaise, colonie autonome au sein de la communauté française. Mais le vent des indépendances et à l'autodétermination souffle déjà sur le continent africain et en 1959, la Fédération du Mali voit le jour, englobant le Soudan, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Malgré les grands espoirs qu'elle suscite, la fédération éclate en août 1960 lors de la proclamation de l'indépendance de la République du Sénégal. Lors de l'Assemblée générale du parti de l'USRDA devant l'Assemblée du Soudan, Modibo Keïta proclame le 22 septembre 1960 l'indépendance de la République du Soudan, qu'il baptise au nom de la défunte fédération. Le Mali continue. Les années Modibo Keïta de 1960 à 1968 sont marquées par l'ouverture du premier pont de Bamako à la circulation. En effet, après d'interminables soucis dus au financement du projet, les travaux du pont Auriol sont lancés en 1958. Ce pont voit l'extension progressive de la ville sur la rive droite du Niger, notamment sous l'impulsion de la Société d'équipement du Mali, qui lotit les quartiers de Badlabougou, Quartier Mali, Torkorobougou ou encore Daoudabougou dans les premières années post-indépendance. L'Afiabougou est également créée et peuplée par les ressortissants maliens refoulés du Sénégal à l'éclatement de l'éphémère fédération. Le stade Modibo Keïta est un des monuments phares de la première République du Mali. Le palais de Koulouba, devenu en 1960 siège de la présidence du Mali, est surélevé par le premier président. Mais cette première République est renversée en 1968 par le coup d'État du lieutenant Moussa Traoré. Modibo Keïta est destitué le 22 novembre. Le régime militaire de Moussa Traoré durera 23 années, au cours desquelles la ville connaîtra un nouvel essor. Les quartiers de Dikoroni Para, Korofina, Djelibougou ou encore Sogoninko datent des années 70-80. Parmi les grands travaux de Moussa Traoré, on peut noter l'agrandissement de l'Assemblée nationale du Mali vers 1969. De l'aéroport de Bamako-Sénou en 1975, de l'hôtel de l'Amitié et le lancement des travaux du palais des congrès et du deuxième pont sur le Niger au tout début des années 90. Le 26 mars 1991, après plusieurs jours de manifestations et d'insurrections, le général Moussa Traoré est renversé par le coup d'État du lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré. Le vent de la démocratie souffle sur la République du Mali et après une transition exemplaire d'une année, Alpha Oumar Konaré est élu président de la République le 26 avril 1992. Les deux quinquennats de Konaré de 1992 à 2002 sont marqués par l'émergence à Bamako de nombreux monuments venus ponctuer le paysage urbain. On notera la Tour de l'Afrique, l'hippopotame, l'éléphant, la colombe de la paix, le monument de la Palestine ou encore celui de l'indépendance. En l'an 2000, d'importants travaux sont menés sur la colline de Koulouba qui se voit parée de jardins relatant l'histoire du Mali et de ses grands hommes. La salle des banquets et la salle du Conseil des ministres, visibles depuis la plaine de Bamako, sont également des œuvres du président Konaré, qui achève son second mandat par une succession d'inaugurations, comme celle du Monument des Chasseurs ou encore celle de la Bibliothèque nationale du Mali située au quartier ACI 2000. Ce nouveau quartier, futur centre des affaires de Bamako, est pensé et loti dès 1998 à l'emplacement de l'ancien aéroport. La première pierre de la nouvelle cité administrative est posée en 2000 par le président Konaré. 2002 voit l'élection d'Amadou Toumani Touré à la magistrature suprême. Il inaugure pendant ses premiers mois de présidence le musée national et réhabilité, projet initié par son prédécesseur. Il lance également les travaux de la nouvelle cité administrative. Les années ATT, du surnom du président,
sont marqués par de grands travaux qui marquent un nouveau coup d'accélérateur de l'urbanisation de Bamako. L'évolution exponentielle de la population oblige le pouvoir à lancer de grandes opérations de lotissement, de logements sociaux. La première opération baptisée 1008 logements de Yirimadio est inaugurée le 5 juin 2004 et est suivie dans les années suivantes par de nombreux autres lotissements du même type et baptisés à Tétébougou. Parmi les grands travaux du programme de développement économique et social initié par le président Touré, on notera l'extension du secrétariat général de la présidence à Koulouba, la construction du nouveau gouvernorat du district, des nouvelles universités de Badalabougou, de l'échangeur multiple du rond-point de la paix ou encore du 3e pont de Bamako. Bon nombre de ces projets battent leur plein au moment où nous réalisons ce film et sont prévus d'être inaugurés durant cette année 2010. Année de la commémoration du cinquantenaire de l'indépendance du Mali. Année qui s'inscrit durablement dans l'histoire du pays, mais aussi de sa capitale, dont le visage va être profondément modifié. Et l'accélération de l'aménagement de Bamako doit être appuyée. En effet, la vitesse de développement de la ville voit s'accentuer bon nombre de problèmes auxquels sont confrontées les grandes métropoles mondiales. Salubrité, circulation, pollution, habitat et gestion de la ville sont autant de problèmes posés aujourd'hui et pour lesquels les spécialistes devront rapidement trouver des solutions pour que Bamako puisse continuer à demeurer vivable et pourquoi pas retrouver le surnom qu'on lui donnait dans les années 50 de Bamako la coquette.